j'explique un petit peu en introduction pourquoi ce cycle sur le vivant ou la notion de vie, avec un V majuscule. En philosophie, le principal usage du terme de vie consiste à décrire les phénomènes qui distinguent les organismes vivants de la matière inerte. C'est le grand sujet philosophique. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est vivant, animé, ou c'est de la matière inanimée ou inerte. Et donc, en matière de reproduction, de nutrition, de croissance, de vieillissement, de dépérissement, d'autonomie motrice, notamment de sensibilité, les philosophes vont se poser ces questions. Qu'est-ce qui distingue un organisme vivant de quelque chose qui ne l'est pas? Et comme il se trouve qu'aujourd'hui, on nous parle de plus en plus d'entités ou d'organisations matérielles non vivantes, mais capables d'imiter de très très près les phénomènes caractéristiques de la vie. Je pense aux robots, dont on parle beaucoup aujourd'hui, aux objets connectés. Bref, en ce début du XXIe siècle, ce type d'artefacts, d'objets explosent et sont omniprésents quand même dans notre vie quotidienne. Et donc, ceci fait qu'on est amené à se reposer la question, mais finalement, c'est quoi la vie? C'est quoi le vivant? Aujourd'hui aussi, on fait des comparaisons entre des structures cristallines, des cristaux et des cellules. Ce qui fait qu'on est amené à réintroduire le monde minéral dans ce monde du vivant. Alors que pendant très longtemps, il en a été exclu. Une pierre ne bougeant pas, pas de petites pattes pour se déplacer, on l'a jugé inerte. C'est quelque chose aujourd'hui qui est remis en cause. Et il faut savoir qu'il y a aussi toute une tradition, dans multiples traditions religieuses ou philosophiques, qui ont toujours considéré le minéral quelque chose de vivant, mais pas forcément notre science. Donc, aujourd'hui, on a plein de modèles qui sont empruntés notamment à la cybernétique. Alors, la cybernétique, c'est un gros mot, mais quand même qui est de plus en plus employé. C'est quoi la cybernétique? La définition la plus condensée, c'est la science des mécanismes auto-gouvernés. C'est intéressant. Science des mécanismes auto-gouvernés. C'est ça la cybernétique. Il y a plein de développements. Mais... Donc, on a des modèles qui sont empruntés à cette science, et aussi à la théorie de l'information, le langage de l'information, qui sont utilisés pour représenter les appareils fondamentaux de la reproduction, par exemple, mais aussi le code génétique, les fonctions motrices, et on fait appel à des modèles en fait mathématiques pour expliquer le fonctionnement de la vie. Donc tout ça fait qu'il y a de nouvelles questions qui se posent sur les spécificités de la vie. Comme dit le biologiste Henri Atlan, dont on parlera dans 15 jours, il y a vie et vie. Grand monsieur, précurseur de la complexité que développe pas Morin, mais Atlan, c'est quelqu'un d'intéressant.
Et Atlan écrit « Il y a vie et vie ». Comme chez les anciens Grecs déjà, où on avait deux mots, zoon, qui est l'animal, mais aussi l'être vivant, et bios. Bios. On trouve aujourd'hui dans tous les termes qui commencent par bio. Bios, qui ont donné respectivement zoologie, qui est la science des animaux, mais de manière plus générale de ce qui est animé, puisqu'un animal, c'est une entité qui est animée, animée de vie, nul dans doute. Donc, zoon qui a donné zoologie, et bios, qui avant de donner le terme de biologie, qui est relativement récent, a donné le terme de biographie. Quand on s'intéresse à la vie, de quelqu'un qui est un mot qui est encore aujourd'hui très utilisé. Et il continue, il dit l'ambiguïté sur ce que l'on entend par vie n'a fait que s'approfondir. Ce qui veut dire que ce petit mot de 3 lettres n'est pas aussi simple la vie à appréhender. Et donc aujourd'hui, la biologie, donc la science, le langage de la vie, bios logos, la science de la vie est devenue en grande partie physique, chimique, physico-chimique et moléculaire. Et elle va traiter, elle va expliquer, elle va essayer de décrire, de comprendre un ensemble de structures et de mécanismes que l'on observe dans les organismes. Et donc ce que l'on continue par tradition d'appeler les sciences de la vie, en fait, finissent par correspondre qu'à une partie de notre vécu, simplement. Et un autre exemple, c'est que la vie en elle-même, ce que les philosophes ont étudié pendant longtemps, c'est-à-dire l'essence de l'âme, c'est-à-dire ce qui anima, ce qui va animer, ce qui va rendre vivant, eh bien cette âme n'est plus objet de recherche scientifique, car elle n'a plus de valeur explicative en tant qu'essence animant la matière, ce qui sera le grand apport à l'époque d'Aristote. On va le voir. Donc, ce qui semblait autrefois relever du mystère de la vie, la croissance, le développement, la reproduction, l'hérédité, l'adaptation, tout ça est expliqué aujourd'hui, même s'il y a des failles, en grande partie expliqué par des mécanismes physico-chimiques et cybernétiques. Et c'est pour ça qu'on a tendance à remplacer l'idée de la biologie comme science de la vie par la science du vivant. Ce qui est, quand on dit science du vivant, le terme vivant est un peu plus réduit que le terme vraiment plus global, plus large de vie. C'est pour ça qu'il est mieux comprendre le vivant, pour essayer de comprendre comment cette évolution s'est passée. Alors, en résumé, donc, il y a eu un changement. C'est pour ça qu'il y a ces 3 conférences pour donner quelques points de repère historiques de cette évolution de la science de la vie ou du vivant. L'Antiquité, il va y avoir une fracture au XVIIe, notamment avec notre cher René Descartes. Puis après, on va étudier le XVIIIe et puis aujourd'hui. C'est schématique, évidemment, mais il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements qui sont opérés, mais il me semble que le fait de donner priorité aux mécanismes, à la description des mécanismes, de comprendre ce qui se passe, et de faire référence à ces modèles physiques ou cybernétiques ou chimiques, fait oublier un point essentiel qui n'était pas oublié à cette époque-là, qui est le point de la finalité. La finalité de la vie. La vie, ça sert à quoi? Une fois qu'on a décrit, à vivre. Voilà. Et la finalité de vivre, c'est quoi?
Aujourd'hui, on cherche beaucoup de traces de vie, hein, y compris dans les exoplanètes. Enfin, bon, il y a beaucoup de découvertes qui nous font rêver, fantasmer. On cherche des traces de vie, hein, de l'eau, de la vie. Mais on se pose peu la question de la finalité. Pourquoi on est là, hein, pourquoi on est plutôt vivant que mort, et pourquoi nous sommes des organismes vivants? La finalité. Alors que c'était quand même un sujet qui était au cœur de la réflexion philosophique de l'Antiquité, au moins jusqu'à la Renaissance. Hein, vous avez cette redécouverte de l'Antiquité. Et ceci est passé un petit peu beaucoup même, au second plan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on nous parle beaucoup de bioéthique, où justement se reposent des questions fondamentales, hein, qui sont les grandes questions sociétales, hein, comme on dit aujourd'hui, de l'avortement, de l'euthanasie, de la GPA, de la PMA, hein, tout ce qu'on entend aujourd'hui, parce que on ne peut pas se limiter à la compréhension de mécanismes. Aussi, cette description est aussi précise et pertinente soit-elle. Il y a quand même la question du pourquoi, enfin, cette vision téléologique, comme disent les philosophes, d'accord, gros mot, mais vers quoi va-t-on? Et donc, le fait d'avoir oublié ces problèmes de finalité, d'une finalité intentionnelle, hein, c'est comme si, quelque part, cette fameuse cause finale d'Aristote était oubliée, hein, les 4 causes d'Aristote, la cause finale. Pourquoi? Pas forcément pourquoi en un seul mot, mais en deux. Alors que cette question de la finalité, j'insiste, était quand même le noyau dur des philosophies et des sciences de la vie depuis l'Antiquité. Alors, quand et comment ce changement s'est-il produit? Bon, c'est une longue histoire, hein, mais c'est vrai que le XVIIe siècle représente un tournant, hein, une sorte de fracture avec la révolution mécanique des sciences physiques, pas encore de la biologie, mais la révolution mécanique des sciences physiques au XVIIe et le fait de donner priorité au principe de causalité, hein, de comprendre tout le système mécanique. Hein, on connaît bien les écrits de Descartes, hein, qui présentent même l'animal, hein, comme une machine. On donne priorité à l'explication des mécanismes. Et le mot mécanisme, hein, mécanique, mécanicité, montre bien le choix qui a été fait, hein, à ce moment-là. Et donc, les causes finales sont sorties quelque part du domaine des explications scientifiques pour devenir simplement une préoccupation métaphysique ou religieuse. Et cette révolution mécanique qui a touché la physique au XVIIe va toucher la biologie au XVIIIe, au XIXe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont souvent des mécanismes physiques sans finalité intentionnelle qui sont proposés dans les explications scientifiques des phénomènes biologiques, y compris pour tout ce qui touche à l'humain. Les recherches, par exemple, aujourd'hui sur le cerveau, elles sont passionnantes. Hein. Ce n'est pas du tout pour sous-estimer, hein, l'explosion des découvertes en biologie, puisque la seconde moitié du XXe siècle, c'est très récent, hein, la seconde moitié du XXe siècle a vu en biologie une révolution comparable, hein, à la révolution mécanique des sciences physiques au XVIIe. Donc on a très peu de recul pour l'instant pour comprendre les conséquences. Et encore aujourd'hui, hein, évidemment, c'est la biologie et hein, les biologistes qui font le plus de découvertes tout à fait et de recherches, oui, tout à fait exceptionnelles. Mais il y a
une recherche de description des mécanismes, comprendre les autres, etc. Mais bon, le cerveau reste encore largement un mystère. Hein. Et les autres cerveaux aussi, vous savez, hein, l'intestin, le cœur. Bon, on découvre maintenant plein de neurones partout, et pas simplement dans le cerveau. Donc on est, comme dit la préhistoire, quelque part, il faut être resté très très humble. Mais, ça on verra dans la troisième conférence, un peu les pistes qui sont ouvertes, puisque après le siècle du gène, on nous parle aujourd'hui du post-génomique, hein, que tout ne s'explique pas par le gène, c'est les recherches en épigénétique, c'est-à-dire par exemple le fait que les gènes se transforment par l'influence de l'environnement, donc c'est pas quelque chose de donné comme on l'a cru, de même qu'on a cru que les neurones ne se reconstituent pas, hein, ce qu'aujourd'hui est totalement démenti. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite, hein, puisqu'il y a encore 20 ans, on ne parlait que du code génétique, hein, du tout génétique. Bon, et aujourd'hui, il y a aussi la biologie synthétique qui commence à se développer. Hein. Voilà, donc ça c'est pour expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème qui est tout à fait passionnant. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de tout ça. Donc, je vais simplement vous donner quelques orientations, quelques pistes de réflexion. Il y a dans la salle des gens beaucoup plus calés que moi en médecine et en pharmacologie. Mais bon, on va essayer de se poser un certain nombre de questions parce que c'est vraiment un des domaines dans la science qui bouge le plus, la biologie aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de revues, hein, de vulgarisation qui sortent, et c'est intéressant. Donc, trois moments, trois étapes, l'Antiquité, à travers trois personnages qui sont des personnages emblématiques, hein, je n'ai pas choisi n'importe qui, parce qu'aujourd'hui encore, on parle d'Hippocrate, on parle de Galien, bon, Aristote évidemment, mais moins en biologie, mais en médecine, mais c'est des gens qui font encore référence, dont on utilise encore le vocabulaire. Donc c'est quand même si on sait que leurs théories sont obsolètes, et c'est ça qui est quand même intéressant, on sait que c'est dépassé, mais ça fait encore référence. Ensuite, le point de vue des XVIIe et XVIIIe siècles, avec Lamarck et Mendel, où on va découvrir l'unité du monde vivant, avec la découverte de la cellule, de la molécule, du code génétique, beaucoup plus tard bien sûr, et il faudrait aussi rajouter Darwin, bon, évidemment, dans cette réflexion de l'époque. Et enfin, le point de vue actuel, avec ce qu'on appelle la notion de la complexité, hein, Laurent Morin, avec les systèmes adaptatifs complexes, enfin toute cette nouvelle vision, quantique aussi, bien sûr, où là, quelque part, on revient à la problématique de la finalité, hein, de manière un peu détournée, parce que comme on se rend compte que l'essentiel, ce sont les interactions, hein, les boucles de causalité, et pas les éléments en eux-mêmes, mais tout ce qui est interdépendance, interrelation, interaction, ça repose la question quand même de pourquoi c'est comme ça, et le principe d'auto-organisation. Et cette notion de complexité, on la retrouve en physique, on la retrouve en chimie, on la retrouve en biologie, mais aussi dans les sciences humaines, dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc c'est intéressant. Donc aujourd'hui, bon, on parle aussi de biotechnologie, hein, de biotechnologie, c'est-à-dire nous sommes dans une époque où la biologie n'observe pas simplement des mécanismes, mais aussi est capable de produire, enfin, ou de créer des artefacts, hein, des objets qui ont tout l'aspect du vivant. Ce qui change, enfin, on est dans une période aussi de grande confusion dans la mesure où les découvertes vont très vite. Les découvertes vont très vite et les mentalités n'évoluent pas à la même vitesse. Donc on utilise encore des schémas mentaux et de compréhension du réel hérités du XVIIIe et du XIXe,
Hein, alors que, ça c'est flagrant avec la vision quantique, alors que ça fait maintenant plus d'un siècle quand même qu'on sait que c'est pas comme ça. Hein, donc il y a une sorte d'inertie des mentalités, mais ce qui est logique. Mais on peut aussi travailler pour que le gap soit un peu moins, le décalage soit un peu moins grand. Certains ont eu l'intuition de cette là. Voilà, donc ça c'était une petite introduction au cycle. Alors, pourquoi commencer par Hippocrate? Ce monsieur dont on connaît surtout le serment. Voilà, pour ceux qui sont dans la branche. Pendant longtemps, en fait, et notamment dans l'Antiquité, mais ça s'est poursuivi pendant de nombreux siècles, la biologie a coïncidé avec la pratique médicale. Le concept de biologie n'existait pas, et donc, quand on s'intéresse à l'histoire de la biologie, eh bien on tombe sur des pratiquants, et ces pratiquants, ce sont des médecins. Et cette pratique médicale est un domaine très ancien, et chaque tradition a tout son corpus d'observation, son répertoire de cas, de diagnostic, d'interprétation, de soins, de pronostic, diagnostic. Tout ça fait l'objet d'une immense littérature, des encyclopédies médicales. Et donc il faut en fait attendre le 19e siècle en Occident pour que la biologie se constitue réellement en tant que science, avec son objet et ses méthodes propres. Le 19e, c'est très récent. Et tant que ce monde, ce domaine, disons, de la biologie n'était pas défini, eh bien, le vivant, ou la vie, était considéré comme un aspect du monde qui se manifestait surtout par ces dysfonctionnements, ces dissonances, c'est-à-dire les maladies, les accidents, encadrés par deux grands moments, la naissance et la mort. Et entre les deux, on étudiait de manière tout à fait pratique tout ce qui pouvait se passer et notamment qui pouvait perturber ou détruire l'équilibre ou l'harmonie qui est censée dominer ce fonctionnement de la vie ou du vivant. Et c'est pour ça que le corpus, qu'on appelle le corpus d'Hippocrate, appartient à ce cadre traditionnel. C'est une pratique médicale, des observations, des descriptions de maladies et de traitements, mais aussi des explications sur le mécanisme et le fonctionnement de la vie. Et si j'ai choisi de commencer par là, c'est parce que aujourd'hui, on redécouvre, mais pas, on redécouvre pas Hippocrate ou son corpus, on redécouvre plein de choses par le biais de visions, notamment orientales, avec la médecine ou la diététique indienne, ou ayurvédique, ou chinoise. On va chercher ailleurs, et c'est normal parce que ça s'est davantage perpétué là qu'en Occident, où on a ces éléments vraiment d'une richesse incroyable, mais qui sont tombés dans l'oubli. C'est ça, moi je pense qu'il faudrait réhabiliter ou refaire connaître Hippocrate et celui qui s'est mis dans ses pas, qui sont lointains d'ici, qui était Galien. Et parce qu'il y a des choses extraordinaires et qu'on a oubliées. Alors, ce qu'on appelle le corpus hippocratique, c'est une collection d'une soixantaine de traités médicaux. Donc, c'est quand même une somme immense de traités qui sont hétérogènes, qui sont attribués à Hippocrate, même s'il ne les a pas tous écrits évidemment, mais ça veut dire qu'il y avait un corps important de médecins, qu'on appelle d'ailleurs les médecins hippocratiques, pendant plusieurs siècles. Et donc c'est une collection très importante qui
bien qu'elle soit importante par son volume, ne représente vraisemblablement qu'une partie de cette littérature médicale de cette époque. Puisque les médecins grecs de l'époque classique ont beaucoup écrit, de l'époque de Platon, d'Aristote, là on est un petit peu avant avec Hippocrate, et Xénophon, dans ses mémorables, parle beaucoup de ce que écrivaient les médecins. Donc on connaît aujourd'hui le fameux serment, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour ça que je vous ai donné la petite feuille, c'est sa classification des tempéraments et des humeurs. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quelque chose qui fait encore aujourd'hui référence, notamment, peut-être plus en médecine, mais en psychologie. Puisque là, on a une approche aussi de l'être humain, à la fois physique et psychologique, avec une approche des maladies psychosomatiques. Hein? Donc voilà, les Chinois sont là, les Indiens sont là, bien sûr, avec des corpus extrêmement intéressants et développés, mais nous avons aussi notre tradition psychosomatique. Bon. Alors, Hippocrate de Cos, c'est donc un médecin qui a été célèbre de son vivant, et il passait déjà à son époque pour le médecin par excellence, et sa renommée fut absolument incroyable. Il manque une feuille? Oui, il faut réclamer. Donc, renommée d'Hippocrate après sa mort pendant plus de 20 siècles, je dis, on en parle encore aujourd'hui. Là, j'en ai plus, mais peut-être Pierre en a. Ouais, voilà. Alors, le mérite d'Hippocrate, c'est pas d'avoir créé l'école de Cos, mais de lui avoir donné un éclat tout à fait exceptionnel, une large audience. Donc cette large audience s'explique par son enseignement, ses écrits, mais aussi les services concrets qu'il a rendus, puisqu'il a soigné énormément de monde. Alors l'une des caractéristiques de la pensée d'Hippocrate, avant d'étudier ses tempéraments et ses humeurs, c'est le souci de l'observation. Le souci de l'observation. Tout ce qu'il est possible d'observer, de percevoir par les sens, est consigné avec minutie, puisque le moindre détail peut avoir la valeur d'un signe. Donc, l'école de Cos, C-O-S. C'est le nom d'une ville dont est originaire Hippocrate. Donc, il note tout pour pouvoir faire le diagnostic, ensuite le pronostic, et c'est un ensemble de signes, et certaines de ces observations cliniques sont restées justement célèbres, comme ce qu'on appelle encore aujourd'hui le faciès hippocratique. C'est-à-dire que notre visage, ce qu'on retrouve en morpho-psychologie, notre visage, c'est pour ça qu'on ne peut pas se cacher, témoigne, enfin, le reflet d'un tempérament, dont on verra d'abord le choix. 4 tempéraments possibles. Et donc, ces médecins hippocratiques ont consigné, dans la description des maladies ou des malades, une foule d'observations concrètes sur les symptômes, sur les signes pronostiques, sur le développement de la maladie. Ils connaissaient déjà la notion de crise, de dépôt, de récidive, de métastase, enfin, des termes tout à fait actuels. Et en essayant évidemment de tirer de toutes ces observations singulières des lois plus générales. Alors, ce qui caractérise aussi Hippocrate, en plus de ce souci de l'observation, c'est le fait d'aborder les problèmes de la maladie de manière rationnelle, pour se démarquer d'une certaine empreinte religieuse, ou théologique, ou parfois même superstitieuse, notamment concernant la maladie. Pour un certain nombre de siècles de l'époque, la maladie était le signe d'une emprise, ou d'une fragilité par rapport à une influence divine.
Je prends l'exemple de l'épilepsie, qui était célèbre, puisque l'épilepsie était considérée comme une maladie où on était habité, alors pas par le diable, parce que ça n'existait pas chez les Grecs, mais par certaines forces, disons, divines, irrationnelles. Et donc il y avait, par exemple, à Épidore, tout un tas de mécanismes assez proches de l'exorcisme, où on essayait de faire sortir justement ces influences maléfiques. Alors, Hippocrate, évidemment, ne rejette pas le cadre religieux, puisque si vous lisez le sermon, il est question d'Apollon, d'Asclépios, Hygie, Panacée, enfin bon, des grands dieux grecs de la médecine ou de la pharmacopée, mais il cherche vraiment à avoir une explication rationnelle de la maladie et aussi donc des traitements et de ce qu'il va proposer. Il refuse toute intervention particulière d'une divinité dans le processus de la maladie. Et donc il va aussi s'inscrire en faux contre toute thérapeutique magique par les prières, les incantations ou les purifications. Donc ça c'est important parce que ça va le démarquer de toute une partie de la littérature quand même contemporaine, des histoires d'Hérodote ou même des tragédies ou des comédies où souvent la maladie est expliquée comme une influence démoniaque. Donc le rationalisme d'Hippocrate n'est pas un athéisme, mais il consiste à fonder la médecine sur la connaissance des lois de la nature humaine. Et en ce sens, il a un ami qui est Thucydide, qui lui aussi va expliquer un peu de la même manière l'histoire. Thucydide, c'est un historien, mais aussi une explication rationnelle de l'histoire. Les dieux n'ont rien à voir avec les événements historiques. Alors, chez Hippocrate, il y a ce concept de nature, de physis, qui est central. Physis, qu'on traduit par la nature, qui est tout ce qui est en devenir, en mouvement. Et donc, le fondement philosophique d'Hippocrate et de tous ceux qui vont venir après, dans son sillage, c'est que chaque chose, comme chaque individu, possède une nature propre. Chaque chose, chaque individu possède une nature qui lui est propre, qui se définit. Donc, il a une raison d'être. Chaque chose, chaque individu a une raison d'être, a une nature propre. Et cette nature se définit par des propriétés constantes, ou plus exactement par des forces. Des forces agissantes, qui sont plus ou moins intenses, que l'on va plus ou moins dominer, maîtriser ou subir. Dans ces forces, il y a des forces bienfaisantes, et puis il y a des forces plus malfaisantes. Et il y a cette idée, qui est très chère aux Grecs évidemment, que fondamentalement, l'univers est harmonieux. Le cosmos est un ordre intelligent. Donc, il devrait y avoir, normalement, un équilibre, une harmonie entre les différentes forces pour que la santé, la vie, soit au rendez-vous. Et donc, la maladie est un dysfonctionnement entre ces différentes forces, puisqu'il y a parfois des forces qui sont trop fortes, c'est la loi du plus fort, certaines forces qui vont gagner au détriment de celles qui ne peuvent plus s'exprimer. Donc le médecin doit observer ceci, c'est pour ça que c'est très fin, parce que ça dépend aussi de chaque individu, même s'il y a des lois générales, et sa thérapeutique sera essentiellement de rétablir un équilibre qui a été détruit. Mais toujours avec cette idée que la finalité en fait de la vie, c'est de pouvoir exprimer
tant dans le microcosme que dans le macrocosme, l'harmonie et l'ordre intelligent. Et que s'il y a maladie, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Il y a un dysfonctionnement. Et il va falloir mettre en branle un régime, une médicamentation, voire de la chirurgie, pour remettre en fonctionnement, en ordre, le système. C'est tout à fait d'actualité, ça. Tout à fait. Et c'est drôle, parce que c'est très chinois. Vous savez que dans l'Antiquité chinoise, on ne payait son médecin que si on n'était pas malade. C'est-à-dire la prévention, parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a un souci de la prévention, et pas seulement le fait de soigner. Le préventif plus que le curatif. Oui, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de connaître un peu plus, parce qu'aujourd'hui on semble redécouvrir, mais avec d'autres traditions, ce que était déjà dans ces corpus médicaux. Donc, le rôle du médecin hippocratique est d'aider la nature humaine à vaincre la maladie, qui est le dysfonctionnement, par une thérapeutique le plus naturel et le plus simple possible. Et on verra que l'emploi de plantes, phytothérapie, était largement conseillé par rapport à d'autres médicaments plus forts. Ce que va reprendre Galien, c'est pour ça que je pense, Pierre, que les pharmaciens connaissent peut-être plus Galien, ou la pharmacopée galénique, en fait, que Hippocrate. Parce qu'il a développé tout ça. Alors, l'autre originalité des médecins hippocratiques, c'est qu'ils ne sont pas simplement des praticiens qui observent, qui notent, qui interrogent aussi, qui interrogent le patient. Des interrogatoires, enfin dans le bon sens du terme, très très fouillés pour avoir tous les symptômes, Voilà, c'est pas des consultations de 20 minutes, de 10, pour prescrire simplement un médicament. C'est des longues consultations où le patient décrit tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, pour faire toutes ces compilations en fait, d'observations. Et donc, en plus de ça, ils réfléchissent sur leur propre activité, c'est-à-dire, pour pas que ce soit simplement une technique, ils essaient d'en faire une science, et un art, vraiment, dans le sens noble du terme, donc quelque chose qui puisse être rationnellement transmissible. C'est pour ça l'idée de quand même chercher des lois générales, pour pas que ce soit simplement l'étude de cas particuliers. Alors, c'est quoi la vision d'Hippocrate? Elle a été, comme toute vision assez géniale quand même, elle a été adorée, elle a été caricaturée, elle a été déformée, mais quand même elle s'est transmise. Et ça a été un modèle, une référence constant pour la médecine occidentale, quand même, depuis l'Antiquité jusqu'au début du 19e. Il faut dire que, quand même, près de 2500 ans de tradition hippocratique. C'est pareil. Et donc, la diffusion s'est largement opérée grâce à Galien, mais aussi à toutes les traductions du corpus hippocratique en latin et en arabe. Ce qui fait que tout ce corpus hippocratique, finalement, a été, à un moment donné, beaucoup plus transmis, développé grâce au monde arabo-musulman, et notamment après Avicenne. Et ensuite, ces éléments ont été retraduits de l'arabe en latin. Donc, et là, ça fait partie de toutes les grandes migrations, mutations. Mais il faut savoir que la médecine a profité largement de ce corpus hippocratique. Et qu'en Occident, il est revenu finalement assez tardivement vers le 11e ou 12e siècle. Alors, la théorie par excellence d'Hippocrate, c'est celle qu'on appelle des 4 humeurs,
des 4 éléments et des 4 tempéraments. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, les 4 humeurs. On va détailler les 4 humeurs. C'est le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. C'est ça qu'on appelle les 4 humeurs qui composent la nature de l'homme et qui vont déterminer les 4 tempéraments de base qu'on trouve chez l'être humain. Donc ça, c'est ce que je vous ai donné en photocopie. Selon cette théorie, donc, le corps est constitué des 4 éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Hein, on repart sur les éléments de base, et il possède 4 qualités, chaud ou froid, sec ou humide. Donc vous voyez, par exemple, dans le schéma, le feu en haut, il est chaud et sec. L'air à gauche est chaud et humide. L'eau est humide et froide. Et la terre est froide et sèche. C'est-à-dire qu'il y a une alliance des 4 principes, chaud, sec, froid et humide, par rapport aux éléments. Chaque élément procède de 2 caractéristiques. Ces éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, sont évidemment antagoniques. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une lutte, que tout ne va pas se passer de manière harmonieuse, évidemment. Il y a un combat, il y a une lutte entre ces éléments, puisque par exemple l'eau et la terre éteignent le feu. Le feu fait s'évaporer l'eau. Enfin, ces éléments sont en dynamique les uns avec les autres. Et pourtant, la finalité, c'est qu'ils coexistent en équilibre. Qu'ils coexistent en équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Tout déséquilibre mineur entraîne des sautes d'humeur et tout déséquilibre majeur menace gravement la santé du sujet. C'est exactement ce que les Chinois disent quand ils disent vous avez trop de yang ou trop de yin, il y a trop de feu, il y a trop d'eau, il y a trop de bois, il y a trop de métal. Eux, ils n'ont pas tout à fait les mêmes éléments, mais c'est très proche. Et donc la thérapie va chercher à rééquilibrer, à baisser ce qui est en trop et à fortifier ce qui manque. Ça semble très simple. Donc, la santé de l'esprit ou du corps, au moins de la psyché ou du corps, varie en fonction de l'équilibre des 4 humeurs dans le corps. Ces 4 humeurs, donc, associées aux éléments, sont, en haut, vous avez la bile jaune, qui est associée au feu, qui vient du foie. Hein, quand on se fait de la bile, c'est pas forcément la bile jaune, c'est plutôt la bile noire. Donc la bile jaune vient du foie, elle est liée au feu. Le sang produit par le foie et reçu par le cœur correspond à l'air. À l'époque d'Hippocrate et encore pendant longtemps, on va beaucoup associer le sang au foie. Et là, le processus de la circulation sanguine, avec le rôle du cœur, sera plus tardif. À l'époque, il y avait, voilà, on ne disséquait pas même les cadavres humains, donc le rôle du cœur dans la circulation sanguine et les veines sera beaucoup plus tardif. À l'époque, c'est le foie, ce qui n'est pas non plus complètement idiot, parce que le foie est quand même un organe très irrigué par le sang. Donc il y avait quand même cette observation. Donc le sang produit par le foie et reçu par le cœur, il correspond à l'air. La flegme, ou ce qu'on appelle aussi la lymphe ou la pituite, rattachée au cerveau et à l'eau, donc là on fait tout un parcours, et la bile noire, vous voyez, qui est à la fois sèche et froide et qui est associée à la terre, qui vient de la rate.
Hein, là, c'est là, quand on se fait de la bile, c'est problème. On se met la rate au bouillon, c'est une expression magnifique et très poétique. Alors oui, tout ça, depuis 2500 ans, n'a pas trop changé. Donc, ça c'est les humeurs, les 4 éléments. Et donc, il va aller plus loin, il va dire que ce fonctionnement des humeurs, cet équilibre, ce déséquilibre des humeurs, va déterminer 4 tempéraments fondamentaux. Et là, on n'est plus dans une description simplement physique, mais psychologique. Là, c'est vraiment là le lien psychosomatique. Alors, ces 4 tempéraments, là, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est la suite. C'est le milieu. Celui, donc, où il y a vraiment la dominance de la bile jaune. Bile jaune. Hein, qui vient du foie lié au feu. Le milieu, donc c'est un tempérament de feu, chaud et sec, donc, est un personnage enclin à la colère, à la violence. Il dégage une forte impression de puissance, de force, et aussi de vouloir contrôler. Quelques éléments sur les tempéraments, puis comme ça, vous saurez à midi si vous êtes du mieux. Vous savez que ce sont des tempéraments qui sont encore étudiés aujourd'hui. Les termes aussi en foi, je sais qu'aussi en astrologie, en humanisme, tout ça est étudié. Ensuite, on a le sanguin. Le sanguin, donc lié à l'air, donc chaud et humide, lui, il est plutôt d'humeur gaie, joviale, chaleureuse. Et tout ceci se retrouve dans ce qu'on appelle le fameux faciès hippocratique, hein, en morphopsychologie. Donc le sanguin, il est plus rond, même d'humeur gaie, joviale, chaleureuse. Ensuite, on a le phlegmatique, qu'on appelle aussi le lymphatique. Lui qui est lié à l'eau, donc plutôt froid et humide. Alors lui, c'est le tempérament calme, que rien ne perturbe, qui garde son sang-froid, à la limite de l'apathie. Hein? Et ça se dit encore aujourd'hui. Phlegmatique, lymphatique. Et le 4e tempérament, c'est lié à la bile noire, qu'on appelle l'atrabilaire. Atrabilaire. A-T-R-A, atrabilaire. Donc lié à la terre, froid et sec. Hein. Et là, c'est le tempérament qu'Hippocrate va beaucoup étudier, qui sera repris, qui va beaucoup plaire aux romantiques, certains écrivains. C'est celui qui est plutôt mélancolique, triste, chagrin. C'est le spleen. Il y a d'ailleurs un terme grec qui développe mélancolie. Et souvent, assez souvent anxieux. L'atrabilaire. Donc, 4 humeurs qui sont dans notre corps, 4 tempéraments en fonction de l'humeur qui domine. Et qui peut être, dans chaque tempérament, il peut y avoir un excès. Donc, bilieux, sanguin, phlegmatique, atrabilaire. Ce qu'Hippocrate va étudier, c'est que ces humeurs, bien sûr, elles font un peu la cartographie d'un individu, mais elles varient. Elles varient en fonction des saisons, en fonction des âges de la vie. Elles ne sont pas non plus toujours identiques. Par exemple, il va expliquer qu'en hiver, qu'est-ce qui se passe en hiver? C'est la lymphe ou le flegme ou la pituite qui domine, et il va y avoir donc développement des maladies qui correspondent à un excès de cette humeur. Donc les rhumes, les bronchites, les expectorations de flegme, etc. Ça, c'est plutôt propre à l'hiver. On me dirait aujourd'hui il n'y a plus de saison, donc tout le temps.
à l'époque, hein, où il y avait encore des saisons relativement normales, c'était donc évidemment, ce diagnostic étant fait, ça indique immédiatement comment se prémunir, hein, comment agir à titre préventif ou soigner si la maladie est là. Au printemps, vous voyez, on fait un tour. Au printemps, quand la saison encore humide se réchauffe, c'est le tour du sang, avec notamment le risque de maladie hémorragique. Printemps. L'été chaud et sec échauffe la bile et aggrave les affections bilieuses et les fièvres. Et l'automne, sec et froid, favorise l'atrabile et la mélancolie. Cet automne, célébré par les poètes, où on est plutôt mélancolique. Donc, voilà, si on tousse en hiver, si on a des hémorragies au printemps, si on a des fièvres en été et si on est plutôt mélancolique en automne, c'est normal. Tout va bien. Non, tout va bien. Mais il va falloir rééquilibrer l'histoire. De même, les tempéraments sont mis en relation avec les âges de la vie. Donc c'est exactement, vous faites le tour. Le printemps, bon, c'est l'aube, c'est la jeunesse. L'été, avec la bile jaune, c'est la maturité, c'est midi. L'automne, c'est la vieillesse et l'après-midi. Et l'hiver, c'est la dernière étape de la vie, c'est le soir. Donc ça veut dire qu'il y a des humeurs dominantes en chacun, mais c'est soumis à une fluctuation en fonction de la journée, des âges de la vie et des saisons. Très bien. Et donc, tout ça fait partie du diagnostic. Quel âge a le patient? On ne traite pas un patient de 20 ans comme un patient de 80. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une observation très fine de ce qui se passe le matin, à midi, l'après-midi, le soir, puisque c'est ça que faisaient les médecins hippocratiques. C'est pour ça que les consultations pouvaient durer longtemps. Vous connaissez tout ça. Alors, lors d'un déséquilibre, quand une humeur l'emporte sur toutes les autres, ou que son influence est excessive, les maladies, c'est là que les maladies physiques, mais aussi psychiques surviennent, puisqu'il y a vraiment un lien psychosomatique très fort. Et donc, que faire? Des traitements sont calculés pour rétablir l'équilibre et des régimes. Et là, on a une foule de préconisations, de régimes, surtout diététiques, alimentaires, aussi des traitements à base de plantes. Et ça semble tout à fait idiot, mais le fait, par exemple, ça j'ai trouvé chez Hippocrate, le fait de faire boire un peu de vin à des personnes âgées, on dit toujours un petit verre de vin, etc. Bon, c'est pour compenser l'excessive froideur liée à la vieillesse. Et le grog, un bon grog. Voilà. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les remèdes de bonne femme, beaucoup de choses qui se sont transmises comme ça, vous allez voir la pharmacie du Verplaise. Bon, c'est en fait des choses pas du tout inventées par les grands-mères, mais qui ont une source, une histoire, une transmission depuis très, très longtemps. Et évidemment, donc des traitements, des régimes, et si l'humeur qui est en trop ne peut pas s'évacuer naturellement, là, il y a des opérations plus drastiques, avec des diurétiques, des purgatiques, ou ce qu'on a connu pendant des siècles et des siècles, les fameuses saignées. Des saignées.
qui semble aujourd'hui totalement barbare. Évidemment, voilà. Donc, tout ça est lié aux humeurs d'Hippocrate pour faire sortir ce qui est en trop et absorber ce qui manque. Le jeûne, aujourd'hui on parle beaucoup de jeûne thérapeutique, bon, tout ça a une histoire. Hein, ça ne vient pas de nulle part. Donc, dans les régimes, ce n'est pas simplement des régimes diététiques, mais c'est aussi une hygiène de vie, des exercices physiques, enfin, c'est tout un concept. C'est d'une actualité vraiment incroyable. Et il va s'intéresser tout particulièrement donc à la mélancolie ou spleen. Et là, j'ai découvert que spleen, ça vient du grec spleen, qui signifie la rate. Quand on dit le spleen, ça vient de la rate, la mauvaise humeur. Et on sait que, par exemple, Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, va beaucoup parler de cela. Et il y a toute une valorisation aujourd'hui de cette mélancolie. Parce que, comme il y a une telle valorisation du bonheur à tout prix, bon, à contrario aussi, on cherche à revaloriser cet état d'âme, qui n'est pas négatif, sauf si ça dure toute l'année. Mais en automne, on peut se permettre un peu de mélancolie. Bon. Donc, la thérapeutique de ces médecins, c'est que le corps contient en lui-même le pouvoir de rééquilibrage. Le corps a normalement le moyen de se guérir lui-même. L'auto-immunisation. Ça, c'est la vision grecque. Enfin, et pas seulement, mais qu'on trouve chez ces médecins hippocratiques, c'est-à-dire, et qu'on va trouver dans la médecine ayurvédique ou chinoise, hein, c'est-à-dire que cette vie, cette puissance de vie et d'équilibre et d'harmonie est plus forte que tout. Et donc, le médecin est là pour aider, pour appuyer, pour accompagner ce processus naturel de rééquilibrage. La thérapeutique a surtout pour but d'aider le processus naturel. Et donc, la médecine hippocratique est en général très respectueuse du patient, avec des traitements doux, des traitements donc nutritionnels, diététiques, hygiéniques, cherchant à soigner ou à prévenir les infections, les aggravations. Donc, ça pour être quand même admiratif. Hein, donc il hésitait à administrer des médicaments ou à s'engager dans un traitement dont il n'était pas sûr pour préférer tout ce qui était naturel, diététique. Donc, pour en terminer avec Hippocrate, c'est simplement une petite introduction. Il faut savoir que ces termes, la fatigue, phlegmatique, colérique, sont toujours employés pour désigner ces caractères. Et qui reviennent mais surtout, donc, j'insiste par rapport à ce que j'ai expliqué en introduction, la finalité. La vie est une sorte de lutte, de combat entre différentes forces qui doivent s'équilibrer. Ça, disons, la finalité. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement, il faut chercher qu'est-ce qui peut rééquilibrer le processus. Ça va? Oui. Donc, voilà, vous saurez. Non, mais c'est intéressant parce que il faut savoir que donc il y a ce corpus hippocratique
qui a servi de référence. Quand même, il a traversé 25 siècles. Donc c'est qui c'est ça, comme le dit très bien Élie, il y a des intuitions fécondatrices qui ont traversé les siècles. Et surtout, beaucoup d'observations minutieuses, parce que, vous voyez, il n'y a pas, s'il ne savait pas, enfin, il y avait le principe de prudence. Principe de prudence, oui, la prudence d'Aristote, un immense respect du patient, qui était vu comme un microcosme, hein, comme un être humain, à l'image du macrocosme, et qui pouvait avoir en lui toutes les composantes pour retrouver cet équilibre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde plus difficile parce qu'il y a justement tout ce qui a été apporté par l'homme avec les allergies qui se développent, les antibiotiques qui ont été quelque chose de formidable, hein, mais qui fait qu'il y a aussi aujourd'hui certaines bactéries, vous savez, super bactéries qui sont résistantes au traitement. Donc c'est vrai que là, à l'époque d'Hippocrate, on n'avait pas toutes les substances chimiques, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, tout ça, mais c'est quand même la réalité aujourd'hui. Nous ne sommes pas aidés pour justement trouver ce rééquilibrage, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent perturber. On vit de plus en plus longtemps, oui. Non, c'est pas pour... Il y a quelque chose de grosse question. Oui. C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, vous avez, c'est-à-dire une période de l'humanité où il y a des mécanismes créés par l'homme, comme jamais. La pollution, les pesticides, dont on parle tout le temps aujourd'hui. Et ça explique pourquoi il y a beaucoup d'interrogations sur les traitements, parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus. Et on est voilà. On est des humains, je peux donner des équilibres. Oui. On a toujours des équilibres, mais pour nous, c'était... Oui, il y a un fonctionnement excessif. Il y a un fonctionnement, c'est un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui fonctionne en excès ou en carence. On ne réfléchit pas au mot quand on dit que c'est déséquilibré, on va oui, ça vient de là, oui. Ouais, c'était un peu flegmatique aujourd'hui. J'ai un point de là. Bon, allez, on va se prendre un petit remontant. On pouvait s'étonner de voir Aristote. Qu'est-ce qu'il vient faire, cet Aristote? Une chaise cassée. Alors ça fait partie, voilà. Parce qu'elles sont vivantes, ces chaises, en fait. Elles partent en réparation les unes après les autres. Alors, pourquoi Aristote? C'est un expérimentateur. Il est en fait un des premiers à écrire sur la biologie dans le cadre de sa physique, de sa physis. Et comme on se le rappelait à la pause, physis, c'est ce qui est en devenir, ce qui croît. Ce qui croît avec un petit chapeau, un accent circonflexe. Ce qui grandit. Regarde là. Ce qui croît, ce qui grandit, ce qui devient. Et donc, l'objet
l'étude préférée d'Aristote, vous savez, c'est le mouvement, le changement. Et en fait, il va introduire quelque part dans le champ de la biologie le rôle de l'âme. Alors, c'est pas lui qui a inventé la notion de l'âme, hein, non. Je prends un jeu à rappeler. Il y a les présocratiques, il y a Pythagore, il y a Socrate, il y a Platon, qui ont même parlé de l'âme immortelle, hein, le double aspect de l'âme, immortelle et mortelle. Mais c'est vrai qu'Aristote va développer cette étude de l'âme à la manière d'un scientifique ou à la manière d'un biologiste. Et il va mettre l'accent, par rapport à ses prédécesseurs qui avaient donc déjà parlé de l'âme, il va mettre l'accent sur la notion de mouvement, de changement. Et par rapport à l'âme, on va trouver beaucoup de choses intéressantes chez Aristote, notamment ce fameux passage de la puissance à l'acte, hein, c'est-à-dire des choses qui sont de l'état, je passe de l'état potentiel à l'état réel, hein, de la puissance de ce qui est virtuel, potentiel, à ce qui est réellement en acte. Et aussi sa fameuse théorie qu'on appelle de manière savante l'illémorphisme, c'est-à-dire l'imbrication de la forme et de la matière. C'est-à-dire pour lui, la forme, qui est dans le sens un peu de l'idée platonicienne, la forme, eidos, qui imprime la matière. Donc il n'y a pas de matière sans forme. Et il n'y a pas de forme qui ne s'épanouisse dans la matière. Hein. Donc forme et matière, hein, ce couple un peu binaire, hein, va être vraiment extrêmement lié. Hein. Forme et matière, c'est pour ça qu'on parle de illémorphisme, c'est-à-dire une union inextricable entre la forme et la matière. Est tout à fait différent de la vision platonicienne, où l'idée est indépendante, hein, le monde intelligible peut être indépendant du monde sensible. Pour Aristote, non, ils sont imbriqués. Alors, donc, puissance, acte, forme et matière, c'est des concepts qui vont intéresser évidemment les biologistes. Et aussi, il y a sa distinction des trois principes, trois grands principes d'animation, c'est-à-dire trois grands principes du vivant qu'il va développer à travers les trois types d'âme qu'on a en nous. Hein. L'âme végétative, qui est l'âme que nous avons en commun avec les végétaux. L'âme sensitive ou animale, que nous avons en commun avec les animaux. Et puis, la fameuse spécificité humaine, avec l'âme intellective, hein, l'intellect. Donc, intellective. Donc, âme végétative, âme sensitive ou animale, âme intellective. Et donc, c'est une vision, bien sûr philosophique, mais aussi qui jouxte les réflexions sur la biologie, qui vont dominer le monde occidental jusqu'au XVIIe siècle. Là aussi, une grande pérennité de cette pensée, et qui va tordre le cou un petit peu à la vision aristotélicienne, c'est Descartes, qui va changer la donne avec son modèle plutôt géométrique et mécanique appliqué aux phénomènes vitaux. Vous savez, j'aime aussi beaucoup Descartes, hein, parce que c'est un génie hein, dans son domaine, mais c'est vrai que il faut le remettre dans le contexte pour voir qu'il a aussi il a créé une rupture, hein, une fracture dans l'histoire de la pensée. Donc, je ne vais pas développer parce que ça nous amènerait trop loin, des choses qu'on a déjà un peu vues avec Aristote, mais c'est bien, je pense, d'avoir en tête hein, l'apport aristotélicien dans ce domaine du vivant, de la biologie. Puisqu'en fait, là aussi, au niveau des penseurs du monde arabo-musulman, la pensée aristotélicienne va être très, très importante. Et Avicenne, cet exemple, est autant platonicien ou néo-platonicien qu'aristotélicien, en fait.
donc bien de connaître un peu Aristote, sur ces principes du vivant. Et là, vous voyez, on trouve aussi l'idée de finalité. Pour Aristote, la finalité du vivant, c'est de pouvoir passer de la puissance à l'acte. C'est-à-dire de pouvoir exprimer dans une certaine plénitude ce qui est l'état potentiel. Et notamment l'âme intellective. Comment faire pour que on puisse faire fonctionner cet intellect à l'image de l'intellect divin. Vous vous rappelez, dans l'éthique à l'école, on se rapprochait de cet intellect. Donc ça nous conforte dans l'idée que cette idée de la finalité intentionnelle, elle est très très présente dans la philosophie de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Alors, je voudrais aussi vous parler de Galien. Galien qui est peut-être moins connu. Bon. Galien. L'adjectif c'est galénique. C'est pas le truc à galène, la formule qui est galénique. Formule galénique en cosmétique. Voilà. Puisque, oui, j'ai vu qu'ils avaient inventé quelque chose de tout à fait exceptionnel pour combattre les intoxications. Voilà, donc en cosmétique, je répète, en cosmétique, la formule galénique, c'est ce qui sert de substrat. Voilà. Ah bah, donc il faut étudier Galien. Aujourd'hui, qu'on parle tellement. Alors, Galien, donc, c'est plusieurs siècles, vous voyez, après Hippocrate, et ça sera un des grands disciples d'Hippocrate, puisqu'il va commenter le corpus hippocratique, et puis il va apporter aussi son propre génie. Alors, ce Galien, il est né à Pergame, en Asie mineure, et il commence à Pergame ses études de philosophie et de médecine, puisque à l'époque, on fait des études de médecine et de philosophie. Il était inconcevable à l'époque de faire des études de médecine sans faire des études de philosophie. Chimie, physique. Voilà. Non, mais ça peut du gré de. Ah oui, c'est moi qui ai. Non, je parle là. On est un peu dans le. Voilà, merci. Super. Et ensuite, il va poursuivre ses études dans une ville qu'on aime beaucoup, qui est Alexandrie. Ce carrefour magnifique de toutes les disciplines. Donc il voyage ensuite tout autour du bassin méditerranéen pendant une douzaine d'années, recherchant les meilleurs médecins pour recueillir leurs leçons. De retour à Pergame, il va être nommé, alors ça c'est assez amusant, médecin des gladiateurs. Ce qui lui permet de perfectionner ses connaissances en chirurgie. Parce que là, il va avoir de quoi faire, y compris parfois des amputations, enfin, des choses assez... Alors, il va à Rome ensuite, vers 164, il va à Rome. Il arrive au moment où règne Marc Aurèle, et en fait, il devient le médecin de Marc Aurèle. On ne sait pas toujours, mais Galien, médecin de Marc Aurèle. Et il a aussi une importante clientèle, de nombreux élèves assidus aux cours qu'il professe. Il professe ses cours dans le temple de la paix, à Rome. Alors, il va faire beaucoup d'expériences. Il est encore aujourd'hui connu pour ses expériences et ses connaissances sur le système nerveux, sur le fonctionnement du cerveau et de la moelle épinière, qui était encore valable jusqu'à il y a peu. Donc là, il y a aussi, comme tu dis, Émile, des intuitions fécondatrices. Des intuitions fécondatrices. Enfin, là, c'est vraiment plus que des intuitions. Il a fait beaucoup d'expériences sur le système nerveux. Et donc, ça fait de lui le premier physiologiste et le créateur de la médecine expérimentale. Parce que lui va faire
de la chirurgie et aussi des dissections, notamment sur des cadavres d'animaux. Et le premier, il va composer ce qu'on appelle la thériaque, qui est un mélange de 74 ingrédients qui guérissaient les intoxications. 74 ingrédients. Voyez. Donc il a abondamment écrit, ce Galien. Tout ne nous a pas été, n'était pas arrivé, mais ça a été très tôt traduit en arabe. Et c'est un corpus, on appelle le corpus galénique, qui va être admis sans trop d'opposition jusqu'à la Renaissance, essentiellement dans les mondes chrétiens et musulmans. Alors, il va décrire donc, de manière assez précise le système nerveux, le parcours de l'influx nerveux depuis le cerveau, les différents types de nerfs. Il va vraiment développer ça. Aussi, tout ce qui est les études sur le fœtus, sur l'embryon. Il va développer toutes ces connaissances. Alors, comme Hippocrate, il explique les maladies par l'influence des 4 éléments, des 4 qualités physiques, sur les 4 humeurs, et sa thérapeutique est aussi essentiellement diététique, avec la phytothérapie, les plantes médicinales, et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la pharmacie galénique, c'est-à-dire à base de plantes. Donc, lorsque la maladie est là, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les éléments et les humeurs, le traitement se fait en agissant dans le sens contraire de la cause. Ce qui explique qu'il reprend à son compte cette idée hippocratique de rétablir un équilibre. Alors, la question posée tout à l'heure, c'est pourquoi les Grecs partent du principe que le monde est harmonieux et est un cosmos, c'est-à-dire un ordre intelligent. Et que c'est en plus, cette intelligence et cette harmonie, elle est belle, elle est beau. Ils aiment la beauté, hein. Eh bien, à part de dire que c'est l'ADN de la pensée grecque, la philosophie grecque qui explique ce fonctionnement des forces, l'amour, la haine, vous l'avez déjà chez les présocratiques, mais il y a cet idéal au moins de vision, d'équilibre et d'harmonie. Et cette obsession de la démesure, la fameuse hubris, qu'on voit dans toutes les pièces de théâtre, prouve que voilà, ça fait vraiment partie de leur mental. Alors, on peut dire, bon, c'est un postulat, c'est indémontrable. Bon. Je crois que quelque part aujourd'hui, avec la vision complexe, on revient 2500 ans après avec cette idée qu'il y a, il y a quand même une finalité, peut-être. Alors, c'est la grande question. Harmonie ne veut pas dire finalité, attention. Ah non. Mais pour un grec, oui. C'est pas tellement une intuition, c'est une constatation, c'est une observation que le monde est harmonieux, extrêmement complet, que tout s'enchaîne, les saisons, etc. C'est une constatation qui est... Oui, mais pourquoi? On voit là, quand même, je ne pense pas à la question de pourquoi, on constate que c'est harmonieux. Disons, c'est aussi, on constate aussi beaucoup de dysfonctionnements et de déséquilibres, même à l'époque grecque. On les taxe de dysfonctionnement. Oui. De disharmonie. Oui, par rapport à un fonctionnement idéal. Globalement, c'est merveilleux. Voilà. C'est un fait d'observation. Et donc, c'est vrai que je citais, ce qui m'avait frappé dans un livre de Trix Wantuan, qui est un astrophysicien assez célèbre, qui a écrit pas mal de livres, La Mélodie secrète, qui dit que pour lui, il étudie toutes les observations de Hubble et tout ça, sur les exoplanètes, les planètes naines, et il dit qu'une théorie scientifique, il est arrivé à cette conclusion qu'une théorie scientifique, quand elle est vraie, elle est belle. Bon, alors après, il a bu un peu trop. Il dit, c'est... Bon, lui, La beauté, il est bouddhiste, et donc il est très sensible à cette idée mais on revient aujourd'hui à cette idée d'une collusion entre la vérité et la beauté.
C'est assez platonique. Alors, donc, un des ordres doit être soigné pour retrouver l'ordre perdu. Et il va donc disposer de 3 méthodes thérapeutiques. Donc, une de plus que Hippocrate. Il va reprendre la notion de régime, de pharmacologie, et il va rajouter la chirurgie. Et il est vraiment, après Hippocrate, le grand médecin de l'Antiquité. Voilà, la grande référence médicale antique. Alors, quelques éléments sur le régime. Dans la lignée d'Hippocrate, Galien entend par régime ou diététique tout ce qui concerne non seulement les aliments, les boissons, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, plus globalement, l'hygiène de vie. C'est-à-dire la durée du sommeil, ou de l'état de veille, les exercices physiques, le repos, l'activité sexuelle, les bains, les massages, tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui, ce qu'on appellerait aujourd'hui une bonne hygiène de vie. Donc, le régime, on appelle le régime hippocratique ou le régime galénique, c'est pas simplement les aliments, mais tout ce qui peut rétablir l'ordre intérieur. Donc, suivant le cas, il prescrira à son patient un régime amaigrissant ou fortifiant, asséchant ou humidifiant, réchauffant ou refroidissant. Vous voyez toujours cette idée des éléments. Évacuant en cas de pléthore des humeurs ou encore reconstituant. Là, il y a vraiment une adaptation très fine au diagnostic qui est fait. La pharmacologie, donc avec l'esprit méthodique qui le caractérise, il va contribuer à fonder clairement cette pharmacologie en s'appuyant à la fois sur la théorie et l'expérience. Il a consacré plus de 3500 pages à ce domaine de l'art médical, dans lequel il s'est particulièrement illustré, donc la pharmacopée. Et donc il va reprendre aussi dans ce domaine, par rapport à la connaissance des plantes, la présence des éléments, des 4 éléments, et de la qualité chaude, sèche, froide, humide. Et donc là, il y a tout un savoir immense sur les vertus médicinales des plantes, qui sera repris beaucoup plus tard par Hildegard de Bingen aussi, mais voilà, on a une tradition vraiment occidentale énorme. Il est à l'origine du milieu intérieur et du milieu extérieur. Oui, l'osmose intérieure-extérieure. Enfin, c'est un génie ce donc, tout comme pour Aristote, les qualités sont classées comme actives, chaud ou froid, ou passives, sec et humide. Et chaque substance est un mélange d'une qualité active et d'une passive. Donc, la qualité d'une drogue ne peut être déterminée que par son effet sur un organisme, c'est-à-dire que c'est toujours le fait de s'intéresser au cas singulier. Chaque individu va réagir d'une manière différente. Par exemple, le poivre, pourtant froid au toucher, est chaud au goût ou réchauffe le corps. Donc, il y a parfois des cas où il faut prendre du poivre, où c'est bon. Parfois, ça sera tout à fait non indiqué. Les qualités d'une drogue ou d'une plante sont évaluées sur une échelle d'intensité faible, claire, fort, puissante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parfois voir les chamans d'Amérique du Sud, ou je sais pas, pour aller rechercher ce patrimoine sur la connaissance médicale des plantes, alors qu'on a, nous, là, avec Galien, quelque chose de tout à fait pareil. Et la chirurgie, alors ça c'est moins drôle, quand vraiment, on avait utilisé les régimes et la pharmacologie. Les saignées, ça faisait partie de son arsenal thérapeutique. Toutes les opérations pour extirper les tumeurs contre nature.
pour éliminer les calculs dans la vessie, pour opérer les varices. Enfin, il a une expérience énorme, énorme, et aussi les amputations, il réduisait les luxations, les fractures, hein, et il avait mis au point tout un tas de bandages, d'attelles, enfin, plein d'opérations qui ont été oubliées par la suite. C'est ça qu'il faut souligner. Elle est arrivée à une sorte d'apogée, hein, de connaissances chirurgicales qu'on a oubliées, qui sont, comme beaucoup d'autres connaissances, tombées dans l'oubli, et puis qu'on a après découvert beaucoup plus tard. Donc, c'est des gens quand même assez exceptionnels. Alors, ce qui est intéressant chez Gallia aussi, par rapport à ce sujet qui me tient à cœur de la finalité, hein, c'est qu'il va écrire tout un traité sur l'utilité des parties du corps humain. Hein. C'est très amusant, l'utilité des parties du corps humain. Pourquoi la main est comme elle est, c'est-à-dire qu'elle est composée de 5 doigts qui sont tous différents, et pourquoi il y a le pouce qui est quand même en opposition et différent. Et il va, là aussi, trouver une raison d'être à tout ça. Bien sûr, la finalité de la main, c'est l'appréhension. Hein? Et essayons de prendre quelque chose sans le pouce, c'est compliqué. Donc, il va relier aussi la forme des organes, leur couleur, leur texture, là aussi avec les éléments, mais aussi avec leur fonction. À quoi ils servent? Et pourquoi le foie est comme il est? Pourquoi les poumons? Mais c'est au début de l'ère chrétienne, hein, c'est tout à fait précurseur. La fonction, oui, la fonction fait l'organe. Et dans l'idée de fonction, il y a toujours cette idée de finalité. Et de relation entre les organes. C'est-à-dire, il y a cette idée qui va ensuite disparaître, qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement d'un organisme vivant si on ne fait qu'étudier les organes séparément les uns des autres. Alors, il écrit par exemple, il a été démontré dans le traité des opinions d'Hippocrate et de Platon, parce qu'il reprend aussi des éléments du Timée, de Platon, le pneuma, tout ça, que le cerveau et la moelle épinière sont le principe de tous les nerfs. Donc, comme je disais, hein, sur le cerveau et la moelle épinière, il a été vraiment extraordinaire. Que le cerveau l'est à son tour de la moelle. Que le cœur... Alors oui, il va reprendre une sorte de tripartition entre le cerveau, le cœur et le foie. C'est pas mal, hein? Parce qu'aujourd'hui, on lit plein de choses. Le cœur, deuxième, voire premier cerveau, hein, les intestins, deuxième, troisième cerveau. Donc, hein, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même cette intuition de 3 organes essentiels, le cerveau, le cœur et le foie. Pourquoi le foie? Donc, le cerveau l'est à son tour de la moelle, que le cœur est celui de toutes les artères, le foie celui des veines, que les nerfs tirent du cerveau leur faculté psychique, que la faculté sphygmique, je pense que c'est lié à la circulation. Le pouls. Le pouls, voilà, merci, ça. Le pouls vient du cœur aux artères et que le foie est la source de la faculté végétative des veines. Il va reprendre la tripartition platonicienne, mais aussi aristotélicienne, avec les organes. L'utilité des nerfs. On se pose encore la question de à quoi ça sert. Et dans le sens que tout sert à quelque chose, même l'appendice. Les amygdales. Oh, il n'y a pas. Et c'est une folie.
Bien sûr que ça sert. Si on l'a, c'est que ça sert. C'est une question qui ne se pose même pas, les gars. Bon. L'utilité des nerfs consistera donc à conduire de leur principe aux diverses parties la faculté sensitive et motrice. Donc, le cerveau, les nerfs, la moelle épinière, faculté ou utilité sensitive et motrice. Celle des artères à entretenir la chaleur naturelle et à alimenter le pneuma psychique. Les veines ont été créées en vue de la génération du sang et pour le transmettre à tout le corps. Donc il y a déjà cette idée, avec le cœur, d'une pompe, quoi, aspirante, refoulante, pour transmettre le sang à tout le corps. Ce qu'on va oublier jusqu'à la redécouverte, la circulation sanguine. Et Descartes, il a écrit quand même beaucoup de bêtises, même au XXe siècle. Dans le traité du mouvement des muscles, on a dit en quoi diffèrent les tendons, les nerfs et les ligaments. On sait aussi que dans ce traité, il a été parlé de la nature des muscles, qu'il y a été établi qu'ils sont les organes du mouvement volontaire. Bon, voilà. Donc, c'est un tout petit extrait de l'ouvrage de l'utilité des parties du corps humain, où il y a toujours une description de l'organe et de la justification de sa forme et de comment il est par rapport à sa fonction. Donc ça c'est vraiment... on voit bien de disciple de cette vision grecque, avec ce que j'appelle une finalité, mais disons... que la constitution des organes est parfaitement adaptée à leur activité. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence dans tout ça. Nous sommes des petits cosmos, des microcosmes, intelligemment conçus et... Bon, on pourrait parfois en douter, mais... Alors, on dit que sa connaissance des fonctions de la moelle épinière n'a pas été dépassée jusqu'au début du 19e. Il avait expliqué les traumatismes de la moelle épinière, des nerfs, comment on pouvait devenir paralysé si certains nerfs étaient coupés ou coincés, comme dans la sciatique. Et il a écrit aussi plein de choses sur la formation de l'embryon et du fœtus. Ce que reprendra beaucoup plus tard Léonard de Vinci avec ses fameux schémas. Alors, donc vous avez compris, Galien, il faut étudier Galien, pas n'importe qui. Alors, la postérité du système médical de Galien, c'est vraiment intéressant, puisque certains expliquent que, à la suite de la division de l'Empire romain, donc chute de Rome, IVe siècle, l'Empire romain d'Occident va disparaître rapidement, et avec lui, la médecine savante que l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, va lui perpétuer. Donc là, il y a vraiment... c'est pour ça, ça permet d'expliquer que après Galien, après la chute de l'Empire romain d'Occident, toute cette littérature médicale va passer à Byzance. Il y a une translation, voilà. Et que donc, c'est ainsi que va se conserver l'héritage culturel et scientifique gréco-romain. Et le corpus galénique va continuer à faire autorité auprès des médecins de Constantinople et d'Alexandrie et sera assimilé par tous les médecins de l'âge d'or islamique au Xe, XIe siècle. C'est ce système de Galien qui va être revu par Avicenne, qui va y rajouter des éléments aristotéliciens, et qui ensuite va revenir en Occident, et où il sera confronté à l'aristotélisme ambiant. C'est pour ça que, en grande partie, tout ce corpus hippocratique et galénique va être oublié en Occident. Enfin, pas tout à fait, mais en grande partie.
Voilà. Largement. Et, oui, et après la découverte de la circulation sanguine, donc qui va se faire au XVIIe, le XVIIIe siècle va installer la physiologie expérimentale au cœur de la médecine. Et à partir du XVIIIe, on va faire plein de découvertes qui vont évidemment venir un peu en opposition et qui vont faire passer tout ce corpus un peu comme obsolète. Donc, on va trouver l'explication du système cardiovasculaire, aussi tout le mystère de la respiration, les phénomènes d'oxydoréduction, le système digestif, le système neuronal de la médecine moderne qui vient du XVIIIe, sur des bases empiriques évidemment beaucoup plus solides que les réflexions de l'époque antique. Et donc, la médecine gréco-romaine a été complètement balayée de la pratique médicale occidentale. Ça explique aussi pourquoi aujourd'hui on va chercher dans des traditions beaucoup plus lointaines, je parlais de la médecine ayurvédique ou médecine chinoise, des choses, des connaissances qui étaient chez Hippocrate ou Galien, mais qu'on a oublié, oui, qu'on a, disons, expulsé un peu, parce qu'à partir du moment au XVIIIe, voilà, il y a des explications, comme je disais au tout début, fonctionnelles, même mécanicistes, mécanistes, ça a fondé la médecine moderne, dont on commence à remettre en cause aujourd'hui le paradigme, avec cette idée aussi de séparer, d'analyser, de couper, que si on a mal au foie, on va traiter le foie, alors qu'en fait il faut peut-être traiter autre chose, par les interactions qu'il y a avec le foie. Enfin, bon, plein de choses aujourd'hui qui sont un peu remises en cause, enfin, de manière encore assez marginale. Encore marginale et minoritaire, mais alors, moi je crois que si on parle de médecine même alternative, on aurait tout intérêt à y réétudier, même si ça peut sembler parfois un peu simpliste, les théories hippocratiques ou de Galien.